Si je vous disais quelle est la date de la première guerre du Golfe, vous me diriez 91. On a occulté la guerre de 80. Vis repetita. Une guerre Irak-Iran. Guerre à 3 niveaux. La première, guerre entre Perses et Arabes. La seconde, confessionnelle, entre sunnites et chiites, les deux grandes branches de l'islam. Et la troisième, stratégique, regardez la carte. Le Golfe Persique, 17% du pétrole mondial, 65% de notre approvisionnement énergétique à nous occidentaux, y compris le Japon. Et je vous passe ensuite Al-Qaïda et les coups et le 11 septembre et tout. Et en 2003, nous avons les Américains qui rentrent. Je laisserai Myriam développer toute cette partie. Mais ce qui est important, c'est qu'ils vont faire sauter le verrou irakien. Voilà un cadeau inespéré à l'Iran, alors que normalement c'était des ennemis, les Américains et l'Iran. Mais on y reviendra. Et voilà que Téhéran, Bagdad, Damas et le port de Tyr au Liban, cet arc qu'on a appelé chiite et que moi j'appelle l'arc perse, va précisément donner un cadeau formidable à l'Iran qui depuis 6 siècles redeviendra une puissance méditerranéenne. Un atout stratégique extraordinaire, cadeau des Américains. On ne s'est pas posé la question. On était omnibulé par la guerre qui se faisait d'une manière larvée entre Israël et l'Iran. Je peux vous assurer, puisque je l'ai vu moi-même, que cette guerre n'avait pas lieu d'être. Qui a aidé les Iraniens dans la guerre Irak-Iran en septembre 82 et en octobre 83? Ce sont les Israéliens qui ont donné des pièces de rechange pour les avions américains, les Phantom, à l'Iran, et qui ont en mars 83 donné des munitions qui ont permis à cette guerre en 8 ans de se terminer au centimètre carré près, une guerre dont doivent rêver les diplomates des Nations Unies. Plus d'1 million de morts, le chiffre officiel dit 1 million, il y en a eu certainement plus, et surtout, en 15 jours, on a échangé tous les prisonniers. Le dossier était bouclé. C'est cynique de le dire, mais c'est la réalité. Et à partir de là, les choses sont arrivées jusqu'à l'accord du 15 juillet 2015, qui n'est pas totalement bouclé, bien entendu. Ce qu'on peut retirer de tout ça, c'est qu'il y avait une volonté quelque part des Américains de se retirer physiquement de la région. Et en se retirant de la région, il fallait qu'ils installent une alliance stratégique. Cette alliance stratégique, ils l'ont prise non pas chez les Arabes, mais chez les autres, les non-Arabes. Turquie, Iran, Israël. Ce faisant, ils en ont pas fait des alliés seulement, ils en ont fait des rivaux. Qui des trois va être le primo militaire par pares dans ses relations avec les États-Unis? Pour le moment, regardez la carte. Nous avons la guerre du Yémen, une sorte de guerre orpheline dont personne ne parle. Il y a déjà plusieurs centaines de milliers de morts. Et personne n'en parle. Mais la moitié de la population est chiite, elle est descendue de la montagne, et elle a pris la capitale, Sanaa. Et en plus, elle menace le golfe d'Aden. Regardez bien. Le golfe d'Aden, c'est l'entrée et la sortie de la mer Rouge. C'est l'entrée et la sortie des 2 canaux de Suez aujourd'hui. De l'autre côté, je vous ai parlé de l'arc, mais regardez bien l'Iran. C'est une fenêtre sur l'Afghanistan et le Pakistan. Pour les Américains, c'est intéressant. C'est une fenêtre sur l'Asie centrale. Je ne sais pas poser la question, pourquoi donc, dans le Caucase, sur le Caucase aussi, l'Iran est l'allié de l'Arménie dans son conflit avec l'Azerbaïdjan. L'intrusion des Russes n'est pas du tout
un enjeu économique ou un enjeu stratégique dans le Caucase. L'intrusion des Russes est un enjeu interne. Ils ne voulaient en aucun cas rentrer, voire monter l'État islamique vers le Caucase et l'Asie centrale et leur refaire une autre Tchétchénie. C'est le cauchemar, comme le cauchemar de M. Erdogan, qui après avoir voulu être le modèle de l'islamisme est aujourd'hui complètement rejeté par ces mêmes islamistes et salafistes. Ce cauchemar, c'est de voir les Kurdes syriens à sa frontière constituer une sorte, non pas d'autonomie, mais en tout cas de distance, de bloc, comme il y en a déjà en Irak. Myriam nous en parlera, et surtout, bien entendu, comme qui est le cauchemar des Turcs, du gouvernement, de voir les Kurdes de Turquie se réveiller aussi à leur tour. Nous sommes en plein chamboulement, nous sommes en plein redessinement du Proche-Orient. Ça vient bien entendu d'avoir trituré les frontières il y a un siècle, les accords de Sykes-Picot en 1916, quand les Français et les Britanniques ont voulu détricoter le dernier point de l'Empire ottoman, qu'il n'était pas encore. Les Français étaient déjà en Afrique du Nord, les Anglais étaient sur les deux rives du golfe Persique, la rive arabe qu'on appelait la côte des pirates, et je vous l'ai déjà dit, c'était des pirates de perles. Aujourd'hui, ça n'a pas changé, ce sont des pirates financiers. Quand on parle du Qatar, de Dubaï, etc., c'était des pirates, ils le sont restés. De l'autre côté, c'était l'Iran. Les Russes occupaient le nord de l'Iran. Jamais les Russes et les Anglais ne seront personnés grattés en Iran. L'Iranien n'a pas la mémoire courte comme nous en France. Et pendant ce temps, nous, on a assisté au printemps arabe en espérant. Et puis comme on avait un chef d'État, comment le qualifier, un peu agité, très réactif, qui écoutait un ex-nouveau philosophe devenu mannequin depuis, qui lui disait, il se passe des choses en Méditerranée et nous n'en sommes pas. On a été en Libye. On a sauvé la population de Benghazi, ce qui est à notre honneur. On a laissé mourir la population de Sirte, ce qui est à notre déshonneur. Et depuis 5 ans maintenant, il n'y a pas un jour qui ne se passe sans qu'il y ait des morts et des blessés en Libye. Qui en est responsable sinon nous? Et puis on a voulu aller en Syrie. Alors j'ai eu le malheur de dire dans les médias que je ne me sentais pas concerné, que je ne voulais pas choisir entre la peste et le choléra. Alors, il paraît que sur Twitter, je suis celui qui soutient Bachar al-Assad. Lorsqu'ils savent que j'ai payé de ma chair et de mon sang, je n'ai plus de dents, je n'ai plus d'ongles, j'ai cette cicatrice dans le dos, je passe une semaine encore à l'hôpital par an, à cause du père, certes, mais la famille, je ne l'ai pas dans le cœur tout à fait. C'est ridicule. Oui, je n'ai pas à choisir entre la peste et le choléra. Et si la peste est plus dangereuse, je m'occupe de la peste. Et je m'occuperai du choléra. Ensuite. Et comment voulez-vous être crédible quand les diplomates occidentaux, et particulièrement français, découvrent, au bout de 40 ans, qu'il y a une dictature en Syrie, c'est qu'ils ont réellement une maladie dans chaque neurone. Et comment voulez-vous être crédible et audible quand ils prétendent abattre les dictatures dans cette région du monde avec l'aide de théocraties comme l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui, à ce que je sache, ou alors j'ai raté plusieurs marches à la fois, ne sont pas des parangon de la démocratie. Oui, on a tout faux. Et on est à côté de la plaque. Et aujourd'hui,
je n'ai plus les printemps arabes, mais ce sont les guerres, les hivers islamistes ou, pire, salafistes et islamistes. Et faites attention, ce n'est pas la même chose, mais ce n'est pas notre propos. Et il est incontestable qu'aujourd'hui se prépare quelque part, nous dit-on en tout cas, la bataille de Mossoul. Et c'est avec joie que je cède la parole à Myriam Belhad qui va nous présenter sa vision de l'Irak actuel, l'Irak sur le plan régional, et puis présenter aussi les numéros des cahiers sur l'Irak. À toi Myriam, merci. Merci Antoine, merci pour ton exposé brillant. Merci à l'IERI pour l'invitation. Alors je vais effectivement parler d'Irak, mais vraiment en centrant le propos sur le numéro aussi, en inspirant beaucoup de ce qu'on a fait. Alors évidemment c'est un numéro dont on est très fier avec Antoine, dont je suis particulièrement fière. Pourquoi? Pour une raison simple. D'abord, c'est que quand tu m'as sollicité pour coordonner les articles, les contributions de ce numéro, je m'étais fait un point d'honneur à donner la voix aux Irakiens, parce que je trouvais que les Irakiens n'étaient pas suffisamment entendus, que ça fait maintenant 13 ans que les voix irakiennes sont soit passées sous silence, soit largement, à mon avis, négligées dans les débats qui ont cours sur les transformations qui agitent l'Irak. Donc si certains d'entre vous se procurent ce numéro, vous verrez que les articles sont principalement signés par des Irakiens, donc des gens qui sont sur le terrain, qui ont une connaissance intime du pays et au-delà, qui ont mis une part, à mon avis, d'eux-mêmes aussi dans ces contributions. Donc j'avais vraiment envie de rendre le propos non seulement scientifique, mais aussi très humain et très incarné. Alors on a balayé un certain nombre de sujets. L'introduction revient sur cette longue crise irakienne, et tu mentionnais très justement cette guerre qu'on a oubliée, la guerre Iran-Irak pendant 8 ans, qui en réalité a posé beaucoup des jalons du désastre qui va suivre, et je vais revenir là-dessus dans mon propos. Vous trouverez aussi une contribution excellente sur la question de la nation irakienne, au moment où on parle beaucoup de la guerre confessionnelle entre sunnites et chiites. Enfin, ça fait maintenant une décennie qu'on en parle. Mais comment penser ce confessionnalisme? Et alors là, il y a vraiment une contribution, à mon avis, essentielle dans ce numéro sur cette question, la question de la construction nationale irakienne et la question du confessionnalisme. Comment penser ce déchaînement de violence confessionnelle? Et sur quelle temporalité le penser aussi? Parce que les débats actuellement, c'est est-ce que c'est un produit de l'intervention américaine uniquement, ou est-ce qu'on avait finalement une prédisposition à l'implosion de violence en Irak? Je dirais qu'on est entre les deux, mais je vais aussi revenir sur ce point. Les autres articles concernent la question du patrimoine, la question de l'économie de rente, évidemment, qui est au centre aussi de l'évolution contemporaine de l'Irak, et puis d'autres articles sur les chiites, la composante chiite, qui vous permettra notamment, encore une fois pour ceux qui liront le dossier, d'aller un peu plus dans la nuance. Quand on parle de chiites, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous verrez en fait quels sont les points de rupture et les rivalités très intenses qui animent cette communauté chiite irakienne. Il en va de même pour la communauté sunnite, qui est extrêmement divisée. Et un dernier article, à mon avis, tout à fait essentiel, qui est signé par Alan Kaval, qui est un journaliste pour Le Monde et qui est, à mon avis, un des meilleurs actuellement sur la question kurde en France, donc qui aborde cette question aussi, kurde extrêmement complexe. Alors, je vais revenir, c'est un exercice auquel je me prête maintenant depuis un certain temps, mais l'idée vraiment, je pense, c'est d'aller au-delà de l'actualité, parce que depuis 2014, on a une avalanche de commentaires, d'informations, dans la précipitation, dans l'accélération aussi, qui est le fait de la couverture aujourd'hui numérique de toute cette actualité internationale. On a une abondance d'informations qui fait face à une pénurie de sens. C'est très clair. C'est-à-dire que si vous voulez, de jour en jour, cette bataille contre l'État islamique se déploie sur le terrain irakien, sur le terrain syrien. Donc, je vais essentiellement parler de l'Irak ce soir, mais d'ailleurs, petite digression, il y a effectivement ce numéro qui a précédé sur la Syrie. Les deux
à mon avis, sont complémentaires et doivent être lus pour essayer de saisir un peu ce qui se passe sur le terrain. Ce que j'observe pour ma part, c'est effectivement, au-delà de l'abondance d'informations, comme je l'ai dit, les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que les questions qui viennent, qui reviennent régulièrement, quand je donne des conférences, quand j'interviens, c'est mais qu'est-ce qu'on ne comprend rien finalement. On a toutes ces informations qu'on doit absorber quotidiennement et on ne sait pas comment faire sens des faits. Alors, bon, j'ai combien de temps d'ailleurs là ? D'accord, ok. Alors, bon, évidemment, tu l'as mentionné, la rupture de 2003, c'est essentiel. Il n'y a pas que cette rupture, mais l'intervention américaine en Irak de 2003 est le point de départ, ou un des points, je dirais, dans la grande séquence irakienne, un point essentiel pour comprendre. Cette guerre, elle est idéologique, tu l'as très bien dit. À l'époque, il y a un idéalisme américain qui va s'incarner dans la décision, alors c'est dans l'après 11 septembre, mais il y a quand même cette idée à l'époque de démocratisation du Moyen-Orient. Tous les travaux de ce qu'on appelait la transitologie aux États-Unis, donc les travaux qui ont été consacrés aux vagues de transition démocratique, avec la dernière qui s'est produite dans les pays ex-soviétiques, tout cela revient à l'avant-plan de la réflexion stratégique avec cette idée qu'on va créer un grand Moyen-Orient démocratique qui, d'une pierre deux coups, en partant d'un changement de régime à Bagdad, va permettre aussi d'apporter une solution durable au conflit israélo-arabe, qui n'a pas été résolu dans le cadre des accords d'Oslo de la décennie 90 qui ont été un échec. Donc il y a quand même des mutations stratégiques profondes aux États-Unis, mais qui restent imprégnées au-delà des mensonges de l'administration Bush sur la question des armes de destruction massive, les liens entre Ben Laden et Saddam Hussein qui n'ont jamais été prouvés. Au-delà de tout ça, on a vraiment un idéalisme. J'insiste là-dessus parce que il y a quand même eu des débats très importants autour de la décision des États-Unis d'aller en guerre. Encore une fois, l'après 11 septembre, l'environnement stratégique qui a été créé par les attentats. Mais je crois quand même que ce qui dirige fondamentalement, ontologiquement, cette intervention, c'est profondément idéologique, tout ça. Et l'idée, vraiment, on y croit, je veux dire, à Washington à l'époque, que les choses vont bien se passer, qu'on va renverser le régime de Saddam Hussein, libérer le peuple irakien, que les anciens opposants chiites et kurdes qui sont de retour dans le pays vont assurer la transition. Or, dès les premières semaines, c'est catastrophique. Alors, je fais une parenthèse, je vous renvoie à un documentaire qui est sorti au mois de février, d'Abbas Fadel, qui est un réalisateur franco-irakien, qui s'appelle Homeland, Irak, année 0. Pourquoi je vous invite à le voir? C'est parce que c'est 6 heures de documentaire, 3 heures de documentaire avant la chute du régime, 3 heures après, mais là vous verrez de vos yeux ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce qui se passe? Concrètement, le régime va tomber, sans grande résistance, à l'exception des forces paramilitaires que Saddam Hussein avait constituées dans les années 90. Pourquoi sans grande résistance? Parce que l'armée irakienne s'est déjà à l'époque débandée. Et ça, j'insiste, parce qu'en 2014, on arrive avec l'idée, si vous voulez, finalement, d'une armée irakienne inexistante. Mais elle était déjà, en réalité, inexistante quand les Américains arrivent en 2003. Donc ça permet aussi de contrebalancer l'idée que c'est la faute des Américains. Un peu dans la nuance. Les Américains vont démanteler l'armée irakienne, mais cette dernière est déjà débandée puisqu'elle n'a opposé aucune résistance. Les seuls qui se sont battus, c'est les fidèles de la garde républicaine, les Fedaïns, qui étaient une forme de commando d'élite qui avait été mise en place, formée dans les années 90 par le régime. Si je traduis, tous ces gens, c'est des petits voyous, extrêmement violents, qui ont été formés à la brutalité, et qu'on va retrouver d'ailleurs dans les rangs de l'État islamique pour beaucoup. Deuxième, donc l'armée ne résiste pas, le régime tombe et on démantèle ce qu'il en restait. Première décision qui sera celle d'ailleurs du proconsul américain Paul Bremer qui prend la tête de la coalition américaine à Bagdad en 2003. Alors maintenant, Paul Bremer a fait des déclarations récemment en disant j'ai signé le décret de démantèlement de l'armée, mais George Bush, en fait, est celui qui a pris la décision et qui me l'a imposée. Alors maintenant, évidemment, tout le monde se bat. Ça fait penser un peu au Vietnam. On est dans la phase où tout le monde se renvoie la balle.
Cela étant, peu importe, pas peu importe, c'est important les niveaux de responsabilité, mais enfin, ce qui restait d'armée, et même si cette dernière s'était largement débandée, c'était quand même l'institution centrale dans le pays. C'était d'ailleurs la première institution qui avait été mise en place après la création de l'État moderne par les Britanniques, sous mandat britannique. Tous ces gens qui se retrouvent, ces officiers, ces soldats qui se retrouvent à la rue, vont rejoindre assez largement l'insurrection anti-américaine, le soulèvement armé. Deuxième décision qui est dramatique, et là ça renvoie à ce que tu disais sur la politique occidentale hein, de mise à bas des régimes, de l'autoritarisme arabe, qui est ce qu'il est, il est extrêmement effroyable et tout ce qu'on veut, mais quand on n'a pas de plan de transition, effectivement, ça pose un petit problème. Donc la deuxième politique des Américains en 2003, c'est ce qu'on appelle la débassification, en référence au parti Baas qui a donc dirigé l'Irak pendant des décennies, qui s'inspire de la dénazification de l'Allemagne en 1945 par les Alliés. Donc l'idée, on purge l'État irakien, on va dissoudre le parti unique, on va défaire les premiers cercles du régime, et donc on nettoie en quelque sorte l'Irak et on va mettre de nouvelles élites au pouvoir. Le problème, c'est qu'en réalité, dans un cadre étatique déliquescent, pourquoi déliquescent? Parce que l'Irak a été sous embargo et sanctions internationales pendant 10 ans. Ce qu'il restait d'État après 2 guerres, la guerre contre l'Iran, la guerre du Golfe et 10 ans de sanctions, c'était quand même très fragile. Et la débassification, elle ne va pas toucher simplement le parti ou les premiers cercles, les caciques. Elle va en fait frapper de manière massive toutes les administrations, toutes les institutions. Donc l'État s'effondre. Ce qu'il restait d'État, en tout cas, s'effondre à Bagdad. Bagdad n'a plus d'État, et je vais même aller plus loin aujourd'hui encore. 13 ans après l'intervention, on a un gouvernement, mais nous n'avons pas d'État. Et on le voit avec la corruption qui gangrène toutes les institutions, l'armée qui est absente, et encore une fois, j'insiste, l'État irakien s'est construit autour de l'armée. L'armée a été l'institution qui a permis à cet État moderne, créé par les Britanniques, de prendre corps et de tenir. Donc le chaos s'installe, et le chaos est toujours là. Alors, pour en venir à l'État islamique, moi j'ai un petit problème avec l'État islamique, enfin la couverture qui fait de l'État islamique, parce qu'effectivement c'est la mode depuis 2014, État islamique, Daesh, enfin ça n'arrête pas dans les médias, tout le monde s'est emparé de l'objet, mais je pense pour ma part qu'on a une absence de profondeur. Non seulement quand on rapporte l'État islamique à son cœur irakien, mais aussi dans l'analyse qu'on en fait actuellement à travers ces manifestations plus régionales, plus globales. Bon. Mais je vais rester sur l'Irak pour cette intervention. L'État islamique, comme l'indique son nom, se veut un État. Et c'est directement la réponse à l'effondrement de l'État en 2003 en réalité. Cet État, il est porté par qui? Par les sunnites. Pourquoi? Parce que, autre élément de l'intervention américaine, c'est la politique communautaire que les Américains vont poursuivre. L'idée n'est pas de renverser le régime pour reconstruire une nation qui a été encore une fois abîmée par le régime bassiste et ses atrocités, la guerre. Les Irakiens n'ont connu que la guerre. Alors ça, il faut bien le comprendre. Donc qu'est-ce qu'il reste d'une nation, d'une société, quand cette dernière a été profondément broyée à tous les niveaux, sur tous les plans, par la guerre permanente? La répression interne, les massacres, les pratiques du régime qu'on connaît bien, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'État islamique. La politique communautaire, c'est la tripartition. D'ailleurs, c'est une tribune qui est publiée en 2003 par le président d'un think tank, qui va dire, de toute façon, l'Irak, c'est 3 entités, les chiites, les sunnites, les kurdes. Alors évidemment, ça ne correspond pas à la réalité. Qui sont les Kurdes, qui sont les chiites, qui sont les sunnites? Et puis surtout, c'est une négation de l'extrême complexité de la société irakienne. C'est une négation de l'histoire contemporaine irakienne, lors de laquelle les Irakiens ont vécu ensemble, sont allés à l'école ensemble, se sont mariés,
pendant des décennies sans s'entretuer. Hein, c'est comme si vous voulez, quelqu'un arrivait en disant la France, les protestants et catholiques, vous diriez c'est ridicule. Ben, c'est exactement la même chose concernant l'Irak, mais dans la vision très idéologique, qui est celle des Américains à l'époque, encore une fois, et très, très idéaliste. Hein. L'idéologie, c'est une forme d'idéalisme. Ils y croient. On va faire une tripartition, ça arrangera tout le monde. Bon. Dans un pays déjà dévasté, promouvoir le communautarisme, ça ne peut qu'engendrer la catastrophe. Et vous rajoutez à cela le contexte d'occupation. Le malentendu qui va s'instaurer directement entre les populations et les Américains, au sens large, parce qu'il ne s'instaure pas seulement entre les sunnites et les chiites, et les Américains, c'est aussi le cas avec les chiites. Hein. Et d'ailleurs, on a une réaction anti-américaine aussi aujourd'hui de la part des chiites qui se poursuit avec un certain nombre de figures qui rejettent les Américains. Les sunnites, c'est particulier, si vous voulez, parce qu'il y a vraiment une politique de chasse à l'homme. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, dans la vision idéologique de l'Amérique, le régime bassiste était un régime sunnite. Pourquoi ? Parce que Saddam Hussein était sunnite. Voilà. En gros, la réflexion est la suivante. Totalement problématique. Le régime de Saddam Hussein n'était pas un régime sunnite. Le régime de Saddam Hussein était le régime d'un seul homme contre tous. Et y compris contre ses proches, qu'il a liquidés. Or, cette politique de diabolisation des sunnites, et là vous voyez, bon, on n'a pas une carte de l'Irak, mais dans l'Ouest, hein, l'Ouest est majoritairement sunnite, les opérations militaires américaines vont être extrêmement brutales, les incidents vont se multiplier et aboutir en 2004 à 2 batailles qui sont très importantes. 2 batailles de Fallujah, qui est une ville actuellement occupée par l'État islamique, dans l'ouest, dans la province d'Al-Anbar, qui va marquer la dissidence sunnite. Quand je parle de dissidence, qu'on s'entende, 2 ans plus tard, Al-Qaïda Irak conduit, donc la branche irakienne conduite par Abu Musab al-Zarqawi, qui est donc l'émir jordanien qui a pris la tête du groupe et qui est entouré en fait d'un certain nombre de lieutenants irakiens, parce que c'est vrai qu'on a souvent l'idée d'Al-Qaïda Irak dans les années 2000 comme d'une mouvance étrangère, mais non. On a un type qui s'appelle Zarqawi, qui fréquente la mosquée à Fallujah, mais qui est entouré d'Irakiens qui ont pris les armes. Et quand, si vous voulez, quand on débat aujourd'hui de l'État islamique, de l'identité des combattants de l'État islamique, hein, c'est toujours ça les débats, c'est des nationalistes, des bassistes, mais c'est un peu tout le monde. Hein. C'est un peu tous ceux qui se sont retrouvés, si vous voulez, dans la lutte armée anti-américaine. Et qui, c'est un point qu'on ne souligne pas assez, qui, dans le combat contre les Américains, j'ai envie de dire, quelles que soient leurs allégeances idéologiques passées, dans le combat de 10 ans contre les Américains, dans la sociabilité qu'ils vont établir en prison, parce que beaucoup ont été aussi incarcérés sur les bases américaines, ces gens vont former une nouvelle identité combattante. Et dans la mesure où on est dans un contexte d'occupation, où les opérations militaires les plus brutales se déploient dans leur région, on aboutit à quoi ? On aboutit à ce que j'ai appelé dans mon livre une guerre de sécession. C'est un terme que je n'entends pas dans les débats. L'État islamique est une sécession. L'État islamique a fait sécession de l'État irakien pour former cet État, je dirais un peu hybride, qu'on doit penser encore avec des catégories un peu plus sérieuses que celles qui sont utilisées actuellement, mais c'est une guerre de sécession. Et la guerre de sécession s'est poursuivie en Syrie. Alors cet État, pourquoi je dis qu'il est complexe à penser ? Parce que le message de l'État islamique à partir de 2006, quand ils font sécession au départ sur le territoire irakien, ils vont prendre les 6 provinces sunnites du territoire irakien et dire ces 6 provinces, en gros, on fait sécession et constituent l'État islamique. En 2013, extension vers la Syrie, État islamique en Irak et au Levant. Et en juin 2014, évidemment, là, ils poussent le projet un peu plus loin, ils sont plus ambitieux, l'État islamique tout court. Alors après, je vous renvoie leur rapport, vous verrez les cartes. On a ce qu'on appelle le Dar al-Islam, donc le domaine de l'islam, et comme ils sont quand même un peu modernes, le rêve impérial global, l'Amérique détestée, et
quand même un modèle. On aimerait tellement être une puissance impériale mondiale comme l'est l'Amérique, qui est notre pire ennemi, parce que c'est quand même, si vous voulez, leur pire ennemi toujours aujourd'hui. Il y a les Russes qui sont arrivés dans l'histoire, mais leur point de repère, dans le rejet comme dans l'appropriation des catégories qui sont les leurs, c'est l'Amérique. Donc l'État islamique aujourd'hui a effectivement une logique de territorialisation qui les rend en fait très nationalistes. Ils rejettent l'État-nation, mais ils sont très nationalistes. Et d'ailleurs, ils le disent, notre nationalité, c'est l'islam. Donc quelque part, ils ne peuvent pas se penser indépendamment de l'État-nation contemporain. Et ils ne savent même pas qu'ils sont en fait très nationalistes. Et ça, on le retrouve aussi dans leur purification des populations, l'idée de créer une nouvelle nation avec cette perspective pas religieuse, très raciale de la nation. Donc ils sont très modernes en fait. Et l'autre versant, c'est le côté, encore une fois très moderne, très impérialiste du phénomène, très global. Ils veulent conquérir le monde. Et ça, ce n'est pas le califat des origines. Parce que j'entends aussi beaucoup, on revient au califat. Mais de quoi parle-t-on? L'État islamique n'est pas une notion propre à la tradition. L'État islamique est une réaction, un concept moderne, avancé par les islamistes, en tout cas dès les années 20, en réaction à la modernité, en réaction aux conditions politiques créées par la modernité. Donc il n'y a pas de retour à quoi que ce soit. Comme je dis, les aiguilles de la montre. On ne retourne pas à ce qui a été cassé, le califat a été dissous. Le projet d'État islamique est un projet extrêmement moderne. Ce n'est pas le califat réincarné. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'au moment, et je finirai là-dessus, on pourra en parler, mais ça c'est très important, au moment où on se pose les questions de la lutte contre ce groupe. Il faut bien préciser, et on le voit très bien, il y a des 2 ans de bombardement, les opérations au sol, etc., et on n'arrive pas à... Bon, il y a des enjeux, si vous voulez, sur le terrain, de reprise des territoires, mais il y a les enjeux aussi de flux de combattants vers ce groupe, d'attractivité de ce groupe. La réalité, c'est qu'on n'a pas encore un langage d'opposition idéologique assez puissant. Et ça fait partie du combat. Beaucoup le disent, c'est sur le terrain des idées aussi qu'on les combattra, qu'on va les défaire. La pire chose pour eux, c'est une argumentation sur le plan intellectuel qui les casse. Et je vous le dis parce que moi, j'ai eu des échanges avec eux. Alors, ça se fait par Internet, mais je les casse. En leur démontrant point par point que leur projet de califat, c'est pas le califat. Et ça, c'est la pire chose pour eux. C'est la pire menace. Et je pense que l'enjeu de nos sociétés, l'enjeu des sociétés aussi concernées au plan local, c'est précisément le terrain des idées. Et quelle alternative? Il faut la penser sérieusement, cette alternative. On ne l'a pas pensée ni suffisamment, à mon avis, dans les pays du Moyen-Orient. Et on ne l'a pas aussi pensé suffisamment, tu parlais de la question de l'intégration, de la multiculturalité, la place de l'islam en France dans nos sociétés. Tout est, à mon avis, vraiment, l'État islamique est un symptôme du fait que tout est à repenser et qu'on ne peut plus se permettre l'indigence intellectuelle ou la facilité intellectuelle. Il faut bien comprendre de quoi on parle, bien identifier quel est le problème et développer des politiques, y compris encore une fois de contre-propagande, qui soient puissantes face à leurs arguments. Parce que pour le moment, je vous le dis, ils remportent la bataille. Ils arrivent à recruter massivement sur Internet. Ils ont un discours qui est beaucoup plus puissant que le nôtre. Et en plus, ils censurent. Évidemment, ils ne vont pas dire qu'ils ont perdu des territoires, ils censurent leurs atrocités. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est l'autre chose qu'ils détestent quand on leur met devant les yeux les horreurs qu'ils commettent et le fait que ça n'a strictement rien à voir finalement avec le califat des origines. D'ailleurs, je vais vous dire, je donne un exemple. Moi, je leur pose des questions. Je leur dis, mais pourquoi vous détruisez ce que tous les califes n'ont pas détruit avant vous? Je fais référence au patrimoine. Ils sont incapables de répondre. Et ils savent qu'ils ne sont pas crédibles. Et ça, c'est là que vous les avez déjà un peu défaits. Parce que, comme je l'ai dit, les bombes n'ont jamais tué les idées. Voilà. Merci. Quelle conclusion en tirer? Tout d'abord, reprendre la fameuse parole de Lénine, que faire? Et donc, j'ai envie de vous dire à vous toutes et tous, surtout aux étudiants, c'est à vous de jouer.
Je vous ai donné un sujet cette année qui est la citoyenneté. Je ne pensais pas que j'aurais eu autant raison de le faire. Deuxièmement, comment faire? Par la connaissance. Je vous rappelle que connaissance est formée de co et de naissance. Donc une reconstruction de chacun d'entre nous. Troisièmement, on vient de vous le dire, par l'élaboration d'un discours qui n'est pas uniquement sécuritaire, qui n'est pas uniquement notre nombril à nous, mais bien entendu un discours intellectuel, ce qui suppose que nous savons. Je sais que c'est difficile de demander tout d'un coup qu'on devienne, en l'espace de peu de temps, parce que les choses vont vite, des sachants. Mais à nous d'essayer, chacun d'entre nous d'essayer. Aujourd'hui, ce discours, il faut le bâtir. Alors, vous allez me dire, reconstruire le citoyen, reconstruire la République, bâtir un discours, et nos études dans tout ça. Mais ce sont vos études en relations internationales, car le monde est devenu planétaire, un village planétaire. Et ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, je vous en supplie, est devenu le monde de l'avoir, il n'est plus le monde de l'être. S'il vous plaît, allez-y, tant mieux. Moi, je vous le dis sincèrement, il ne me plaît pas. J'ai envie que l'être redevienne au centre de nos préoccupations. Mais j'ai 3 fois votre âge. Et ma vie est un peu derrière moi. J'aimerais laisser autre chose à mes filles. Et à vous. Mais je vous l'ai déjà dit, une main seule n'applaudit jamais, il faut qu'on soit ensemble. À vous les questions maintenant. Bonjour, je m'appelle Maurice Diawara. J'aurais une question sur le Moyen-Orient, bien sûr. En fait, ma question est très simple. Je voudrais savoir, vous n'avez pas mentionné le conflit israélo-palestinien dans toute votre analyse géopolitique du Moyen-Orient, sachant que le conflit israélo-palestinien tient une place très importante pour les mouvements bassistes, pour tout le Moyen-Orient, puisque tous les régimes musulmans qui sont au Moyen-Orient dénoncent la situation ou l'occupation de la Palestine par Israël. Donc je pense que si vous pouvez faire un peu un éclaircissement, ce serait... J'y ai fait allusion en disant après les 4 guerres israélo-arabes. Mais ce n'était pas notre propos, il fallait que j'ai encore 1 heure. Certes, le conflit israélo-palestinien et israélo-arabe au départ est le conflit matriciel qui a engendré l'humiliation, les frustrations des populations. Mais les régimes arabes ont instrumentalisé également ce conflit. Il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, ce conflit n'est plus arabe-israélien, puisqu'il y a la paix avec l'Égypte et la Jordanie, mais il est devenu un conflit fermé israélo-palestinien. Voilà. Et c'est ça ce qui est aujourd'hui dangereux. Si vous retournez un peu en Israël, vous allez voir une ébullition intellectuelle. Ils se disent, on s'est rapproché de l'Arabie Saoudite. L'Iran est notre ennemi. Mais en fait, ce qui nous importe, c'est la stabilité en Égypte et en Jordanie. Or, l'Égypte, d'accord, la Jordanie, elle est précaire. Donc, si jamais demain la Jordanie tombe, l'État islamique est à nos portes. Donc, on s'est trompé dans notre rapprochement avec l'Arabie qui finance l'État islamique. Alors, que faire?
ceux qui sont nos ennemis sont en train de combattre l'État islamique, c'est-à-dire les Iraniens. Est-ce que les Iraniens seraient nos amis? Il y a une vraie réflexion actuellement qui se fait en Israël là-dessus, notamment entre le politique et tout ce qu'on appelle l'appareil militaro-sécuritaire. Ce conflit, certainement, reste matriciel, mais largement instrumentalisé par les régimes arabes. Chacun avait, ne l'oubliez pas, sa propre organisation. Le FLP irakien, la SAIK syrienne, le FPLP marxiste syrien qui a fini dans les mains de la Syrie, le FDLP maoïste, le Hamas islamiste et le Fatah nationaliste qui ratisse large. Je me souviens quand j'étais encore à Beyrouth et je couvrais un peu les mouvements palestiniens, il y en avait 17. Il y en avait 17. Et surtout que durant la guerre, il fallait sortir le pass de chaque organisation et ne pas se tromper, parce qu'on finissait autrement. Donc, il est certain aujourd'hui aussi que les organisations palestiniennes sont aussi fautives vis-à-vis de leur propre cause. Aujourd'hui, on assiste à une tentative de la part des Palestiniens, et qui est en train de réussir, de se faire enregistrer sur le plan international, observateur à l'UNESCO, observateur aux Nations Unies. Ce n'est pas encore un État, mais ça a déjà quelques pouvoirs d'un État, etc. Donc, on est en train de sentir le grignotage qui se fait sur le plan international en jouant l'Assemblée générale des Nations Unies contre le Conseil de sécurité des Nations Unies et les éventuels vétos qu'il peut y avoir. Est-ce qu'on verra un jour la paix? J'en sais rien. Je ne suis ni divin ni prophète. Je crois de moins en moins en deux États. Et quand on regarde tous les rendez-vous manqués qu'il y a eu, on revient à un seul État. Je m'explique. Le 18-19 mars 1922, le Congrès arabe avait invité une délégation sioniste de 15 personnes. Sachant que le sionisme est un parti politique. Ce n'est pas une idéologie, c'est le retour à Sion. Et dans cette délégation, il y avait deux personnes importantes. David Ben Gurion et Moshe Charette, ce qui allait devenir le premier ministre et le premier ministre des Affaires étrangères du gouvernement d'Israël en 1948, qui rencontrent donc les délégués arabes et qui leur disent: formidable, vous venez d'Europe, donc vous connaissez ce que c'est qu'un régime démocratique, et nous, on a passé 400 ans sujet ottoman. On va bâtir un État exemplaire, sans les colonisateurs français et britanniques. Il y aura un État central, deux gouvernements, deux parlements et un parlement central. Et Moshe Charette dit: formidable, c'est une idée géniale, on commence. Et Ben Gurion leur dit: mais vous êtes des enfants. Rien ne peut se faire sans les Anglais. 18-19 mars 1922, vous avez les PV dans tous les bons livres d'histoire du début du siècle. Donc, il y a eu plein de rendez-vous manqués. Un autre qui m'amuse beaucoup, parce que je trouve ça comme quoi les égos des politiques et parfois des sculpteurs. En 69, Nasser charge son confident Haïkal de venir dire ici à Jean Birnbaum, qui était chargé de la régie publicitaire d'Europe 1, mais grande figure de la communauté, le Raïs est prêt à une paix des braves, que Moshe Dayan lance l'appel. Jean va voir normalement l'ambassadeur d'Israël en France, qui dit: ouh là là, c'est trop lourd pour moi ça, je renvoie à mon ministre qui était Abba Eban. Abba Eban dit: waouh, ça, c'est une bombe dans la main, je vais le passer au Premier ministre. Le Premier ministre de l'époque était Lévi Eshron, un économiste
très bon l'économiste, qui dit « Ah, c'est une bonne idée, je vais lancer moi l'appel ». Même les journaux israéliens, notamment Haaretz, l'a passé en page 3 en un filet, c'est tout. Alors qu'il fallait qu'il soit beaucoup plus retentissant sur le plan médiatique, et puis c'est tombé à l'eau. C'est un rendez-vous manqué, j'allais dire presque ridicule. Mais vous avez raison de signaler que ça reste quand même le conflit matriciel. Moi, je voulais juste revenir sur le commentaire de fin de ce qu'a dit Madame, concernant en fait le fait qu'il ne voulait pas que l'on montre ce qu'il faisait. Et je pense l'image qu'il donne, en tout cas, c'est un peu l'inverse, parce que c'est quand même une des choses pour lesquelles ils sont connus, c'est d'être de très grands communicants. Je pense qu'on apprend même aujourd'hui de ce groupe-là dans la façon qu'il a de communiquer. Et j'ai l'impression qu'au contraire, il fait sa propre publicité en montrant et en mettant en scène même les choses les plus macabres et morbides, avec l'exemple de Follet, enfin d'autres journalistes décapités. Donc je voulais juste que vous nous expliquiez. Voilà. Écoutez, je pense qu'il y a un paradoxe, mais il y a aussi une évolution. Il faut quand même bien comprendre que, si on prend le cas de la décapitation, il y a beaucoup de débats. La décapitation, ça a été inauguré par Abu Moussa al-Zarqawi. Ça n'a pas été, c'est pas quelque chose, si vous voulez, de traditionnel. Décapité pas sous le califat historique. On peut débattre des châtiments, de la charia, de ce qui est prévu, effectivement. Mais là, on est dans une pratique, en fait, qui n'a rien de traditionnel. D'ailleurs, encore une fois, qui obéissait plutôt à l'époque de Zarqawi, lorsqu'il a décapité de ses mains le premier otage américain, l'idée c'était plutôt de frapper un gros coup symbolique. Parce que ce que cherchent ces groupes, si vous voulez, c'est d'attirer l'attention. Ils savent très bien que pour attirer l'attention avec leurs vidéos, ils sont montés crescendo dans la sophistication des vidéos, mais la réalité c'est qu'il faut frapper fort, il faut choquer. Donc pour choquer, effectivement, c'est décapiter, faire le pire, arborer les têtes, trancher, etc. Bon. En même temps, ils ne montreront pas tout. Je vous donne un exemple. Donc ils vont montrer des images chocs, mais par exemple sur la question des charniers, on a retrouvé des charniers en Irak, en Syrie, par exemple à Palmyre. Ça, ils ne veulent pas l'admettre. De dire qu'il y a un génocide des charniers, etc., là, c'est pas possible. Donc, si vous voulez, il y a cette idée d'image choc, mais quand on les renvoie à ce que ça traduit plus profondément, c'est-à-dire, ok, vous avez montré une tête tranchée, mais la réalité, c'est qu'on a retrouvé des charniers où il n'y a pas une tête tranchée, mais des dizaines et des dizaines de corps mutilés. Donc, vous êtes dans une pratique génocidaire à l'égard de certaines populations. Ça, ils accepteront pas. Autre chose, c'est quand, par exemple, ça va être un peu sordide, mais je vous donne des exemples. Le New York Times, mais parce qu'il faut aller un peu dans le sordide pour les contrer aussi. Le New York Times a publié il n'y a pas très longtemps une tribune dans laquelle il expliquait sur la base de témoignages d'anciennes esclaves sexuelles yézidis qu'on leur donnait la pilule contraceptive, qu'on leur faisait des injections de pilules du lendemain, etc., parce qu'il fallait s'assurer qu'elles n'aient pas d'enfants. Bon, moi je les ai alpagués, excusez-moi du terme, je leur ai dit, tiens, je ne savais pas que la pilule contraceptive et la pilule du lendemain, c'était le califat historique. Ah, on est obligé d'aller sur ce terrain-là. C'est pour ça aussi que je vous dis que c'est du très moderne. Et qu'il y a des choses qu'ils n'assument pas. Ils n'assument pas leurs contradictions. C'est-à-dire que si vous voulez, c'est là qu'on est dans une machine de propagande ultime, c'est que ils communiquent, y compris dans le macabre, mais ça doit rester entre leurs mains. Quand leur communication, y compris sur le macabre, leur échappe, ça leur est insupportable. Et ça, c'est le propre de la propagande, c'est le propre d'un fait totalitaire qui ne supporte pas qu'il y ait des failles dans le système. Donc, ils vont répondre, etc. Ils répondent généralement, d'ailleurs, avec des arguments religieux, ils vont tourner ça à leur sauce. Mais ils sont pleins de paradoxes et plein de contradictions. Et c'est là qu'il faut appuyer. Parce que c'est là que vous les cassez. Parce que les gens raisonnent. Je veux dire, on a toujours l'impression que ceux qui vont dans les rangs de Daesh, c'est des décérébrés. Ils sont pas forcément décérébrés. Ils ont été convaincus par des arguments qui leur ont été proposés. C'est parce que, je t'entends.
il y a des profils désocialisés, il y a des profils vulnérables, il y a des gens très vulnérables. Mais il n'y a pas que des gens vulnérables, il y a des ingénieurs, des médecins et des gens très qualifiés qui sont tout à fait capables de penser, mais qui ont été, à mon avis, comme une partie de la population allemande sous le Troisième Reich, séduits. Ils sont attirés, ils vont tomber dans quelque chose qui les convainc, et il faut l'admettre. Mais la seule arme face à ça, c'est le contre-discours articulé, froid, méthodique, où vous les cassez, où vous cassez le truc. Et ça se joue sur Internet. Parce que le discours, la propagande, actuellement, c'est Internet. Il faut vraiment aussi appuyer là-dessus. C'est le principal vecteur, et c'est là que le combat, pour nous, se trouve aussi. Pour aller dans le même sens, il y a des sachants et des non-sachants. J'étais au Kurdistan récemment, j'ai rencontré un chef de groupe qui avait fait des prisonniers. Donc il était chargé d'une dizaine de prisonniers, et il me racontait que le chef de ces prisonniers, le chef du commando de l'État islamique, lui a demandé une faveur. C'est d'être, parce qu'il a dit, vous allez nous décapiter, comme on l'a fait. Il a dit oui, en effet. Eh bien, pouvez-vous le faire à 11h? L'autre regarde un peu étonné, il dit, mais pourquoi cette heure précise, 11h? Parce que je veux déjeuner avec le prophète à midi. Il lui dit, écoute, il est rentré dans son jeu, il a été voir ses camarades, ses amis, ses chefs. Il est revenu, il dit, écoute, impossible à 11h. Mais alors, promis, à 15h, tu pourras faire la vaisselle avec le prophète. Ça, c'est des non-sachants. Donc on en fait ce qu'on veut. Et ce que dit Myriam est très juste. Ce sont des ingénieurs, ce sont des sachants, mais en même temps qui manipulent, en même temps, mais c'est vrai, et c'est une réalité. Et c'est avec ça qu'il faut qu'on traite. C'est-à-dire, c'est avec ça qu'il faut avoir un discours qui soit convaincant. Et c'est ça le plus difficile. À vous. Bonjour, Alexandre Kuninger. En fait, j'ai un petit peu ma réponse parce que je me demandais justement pourquoi Daesh mettait en avant cette Est-ce que ça vous dérange de ne pas utiliser l'acronyme que eux ont choisi? C'est eux? Et oui, c'est eux qui ont dit, ils se sont prénommés comme ça en arabe. Ça s'appelle État islamique autoproclamé terroriste. Voilà. D'accord. Tu fais État islamique pour faire plus court, alors ça? Non, non. État islamique autoproclamé terroriste. Mais bien entendu que si. Bon, bah disons oui, donc je me demandais pourquoi ces gens-là mettaient en avant des atrocités de façon quasiment hollywoodienne et en cachaient d'autres, mais maintenant c'est bon, j'ai ma réponse. Ils attirent l'attention comme ça. Ouais. Ils frappent les esprits. Et en même temps, ils cachent certaines facettes qui les Ah dérangent. bah oui, après ce qui les dérange, oui, le cache. Mais du coup, comment cette contre-propagande pourrait s'articuler sur Internet? Parce que sur Twitter, un par un, ça va peut-être pas être très efficace. Quoi. Leur répondre. Un par un? Je pense qu'il faut... Non, bah, un par un, non. Mais il y a... Écoutez, le problème, c'est qu'on est dans le tabou. Le problème, c'est que... alors, en gros, si je résume, mais je ne suis pas sur ces questions-là directement, mais j'observe. On a un compte, Stop Djihadisme, qui fait quelques tweets. C'est pas là que ça se joue. Il faut leur répondre. Il faut s'engager dans le débat avec eux. Il faut publiquement, dans un dialogue avec eux, les casser. Il faut... Pardon? Ils accepteront ce dialogue? Bah après, ils vous bloquent, mais quand ils vous bloquent, ils montrent qu'ils sont nuls. Dire, vous engagez le débat. Vous engagez le débat avec le combattant, lui disant tac, 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 tout le monde suit. Enfin, beaucoup de gens vont commencer à suivre. Hein. Généralement, c'est le genre de dialogue. Hein, quand il y a un djihadiste et puis l'autre en face qui dialogue, ça attire quand même de la visibilité. Ils vous bloquent, vous enrayez, vous êtes sarcastique, ça a quand même déjà, pour moi, ça a déjà prévenu un certain nombre de radicalisations, ou de gens qui vont dire, bah, tiens, c'est quand même étonnant. Non, mais c'est sur ce terrain que ça se joue, sur le terrain des idées. Hein. On n'a pas défait les idéologies totalitaires passées exclusivement par le militaire. Hein. Ça a toujours été sur le terrain des idées, ces histoires aussi. Bonjour. J'ai une question pour Madame Benrad. Tout à l'heure, vous avez fait le lien entre dénazification et débassisation en rappelant qu'en 2003, il n'y avait déjà plus d'armée en Irak et que c'était simplement des mercenaires en fait, de l'intérieur, si j'ai bien compris vos propos. Alors pourquoi ce qui a fonctionné pour l'Allemagne? Parce qu'il y avait aussi des mercenaires de l'intérieur en 1945. Pourquoi ça n'a pas fonctionné en Irak? C'est toujours la question qui pour moi, je ne trouve pas de réponse. Mais ça a mis beaucoup de temps,
ça a mis beaucoup de temps, mais très rapidement quand même, je pense qu'on a senti très rapidement les effets de la dénazification. On ne l'a jamais ressenti en Irak. Non, il y a eu, En parlant de en dénazification. Allemagne, il y a eu pendant quelques années la peur. Bien sûr. Peur. Il y avait encore des mercenaires, bien sûr. Le monde entier était là. D'accord. Et la peur, ensuite. Non, ça va. Vous m'entendez là-bas? Oui, oui. Et ensuite, il y a eu les procès, et ensuite, il y a eu Bien sûr, les aussi la procédures, honte, bien sûr. la culpabilisation, Qui existe encore aujourd'hui. oui, qui Bien sûr. est toujours Bien sûr, d'actualité. bien sûr. C'est tout à fait différent. Là. D'accord. Écoutez, moi, ce que je crois, c'est que dans le cas, la grande différence, c'est qu'on n'a pas eu un fait génocidaire en Irak comme on l'a eu en Allemagne. Là, ça renvoie ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il y a eu le massacre des Kurdes, il y a eu toute la pratique du régime. Mais d'ailleurs, il y a des débats, si vous voulez, des débats encore aujourd'hui. Certains qualifient le régime bassiste de totalitaire, d'autres disent non, c'est pas du totalitarisme à la Staline ou à la Hitler, c'est de l'autoritarisme poussé. Donc, bon, c'est des débats. Mais moi, je pense que ce qui fait qu'il n'y a pas de culpabilité ou de sentiment de la part de la population de dire on va accepter un état de fait parce que finalement on n'a pas vraiment le choix, c'est qu'il n'y a pas eu l'Holocauste, tout simplement. Hein. C'est pas des millions de morts non plus dans des camps de concentration, il faut dire les choses. Donc, mais je vous dis ça pourquoi? Parce que j'irai pas sur le terrain culturaliste qui consisterait à dire c'est parce que c'est des musulmans ou des arabes que ça s'est mal passé, parce que je pense que c'est pas du tout le problème. Et je vais même vous donner pour preuve que dans les premiers jours de l'arrivée des Américains à Bagdad, les Irakiens sont dans une position d'attentisme. Ils attendent de voir ce qui va se passer, parce que beaucoup en réalité rejetaient le régime et donc sont plutôt dans une position qui va consister à dire voyons ce que les Américains ont à nous proposer puisqu'ils nous promettent la libération. Donc il faut vraiment, pour comprendre comment ça s'est si vous voulez passé, je ne dis pas que certains n'ont pas pris les armes directement, mais le plus gros de la population en fait attendait de voir ce qui allait se passer. Et ce qui s'est passé, je vais vous le dire, pas d'eau, pas d'électricité, bombardement indiscriminé, les Américains qui rentrent avec les chiens dans les maisons, qui arrêtent les femmes, qui mettent les cagoules sur les hommes des gens qui n'ont rien fait, qui tirent dans la foule parce qu'on a dit aux jeunes soldats américains qu'on a sortis de l'Ohio, tous les Irakiens sont des terroristes. Il faut quand même aussi, si vous voulez, les mecs étaient dans leur tank en train de jouer aux jeux vidéo, ils ont investi les palais de Saddam. Ils ont investi le symbole de la tyrannie bassiste, c'est-à-dire qu'ils ont pris le contrôle des palais de l'ancien tyran en s'installant et en jouant aux baigneurs dans la piscine. Ils ont pillé les Ils ont, alors non, ils n'ont pas pillé. Attends, il faut pas mentir, il faut pas revenir. C'est pas les Américains qui ont pillé, ils ont laissé les pillages avoir cours. Ah non, ils n'ont pas pillé. Moi j'étais là. Moi je peux dire parce que j'étais là au musée de Bagdad. Il y a un Américain qui cherche, un soldat américain qui cherche une statue. D'accord, mais c'était quand même plutôt les voyous. Mais attends, j'étais là, Myriam, arrête. Et je lui dis, qu'est-ce que vous faites? Il me dit, j'ai une commande. Une commande d'un homme d'affaires américain qui voulait cette statue en bronze. Cette statuette en bronze. Je l'ai vue, je ne raconte pas. Alors, quand tu me parles de ça... Les Irakiens n'ont pas pillé? Mais bien entendu que si. Les criminels de droit commun relâchés par le régime. Mais bien entendu que si. Et les hommes du régime ont pillé. Mais quand ils ont vu les Américains le faire, c'est normal. C'est une attitude bestiale et normale. Il faut quand même pas être... alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regrettent Saddam. J'ai du mal à regretter Saddam, qu'on le veuille ou non. Mais c'est vrai que ça a été remplacé par le chaos, par la guerre, et voilà ce que c'est. C'est vrai. Mais d'un autre côté, quand on a connu le personnage, rien qu'à le regarder, on avait mal aux genoux de peur. Il faut le savoir aussi. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que tu as vu quelques Américains piller, mais des pillages... Des soldats. Des soldats, bah attends, ils ont tout fait, les soldats américains. Mais essentiellement, en fait, le problème, c'est que le plus gros des pillages, c'est les bandits, enfin, c'est les petits voyous qui ont été relâchés, notamment des prisons irakiennes. Et le vrai problème, c'est la population qui va voir les soldats américains en disant « Vous ne bougez pas, vous ne faites rien, vous laissez faire ». Alors après qu'il y ait eu un Américain qui avait une commande de Californie ou je ne sais d'où, tu vas sur eBay aujourd'hui,
Tu peux commander toutes les antiquités que tu veux, elles sont en ligne depuis 2003. Alors ça aussi, c'est l'hypocrisie. Moi, j'ai quand même envie de dire une chose, après j'arrête et je te laisse parler. Non, mais on a quand même des désaccords, c'est bien. T'es toujours d'accord, mais non, il y a une chose, c'est que la grande hypocrisie de la guerre anti-État islamique, parce que toutes les antiquités, ou beaucoup des antiquités trafiquées par ce groupe, sont en vente sur Internet ou effectivement en direction des réseaux de contrebande, de trafic d'œuvres d'art dans le monde, avec des collectionneurs qui sont ravis d'acheter tout ça à Daesh. Alors, moi je l'avais dit d'ailleurs lors de mon audition au Parlement, je l'avais dit, il y a quand même une grande hypocrisie, c'est valable aussi pour la contrebande de pétrole, hein. Les acheteurs régionaux sont partout, donc il y a ces paradoxes, hein, dans une guerre qui n'en est pas vraiment une, sur un certain nombre en tout cas sur ce plan-là. J'ai fini pour ma part. Je peux poser une question alors? Bonjour. Avant tout, je vous prie de m'excuser pour mon français. En fait, c'est concernant la question qui était déjà posée sur comment combattre l'État islamique au niveau des informations aux médias. Donc en fait, comment peut-on expliquer à quelqu'un qui gagne pas bien sa vie, qui est dans une situation précaire, qui habite peu importe où, en Russie, en Kazakhstan ou en France, qui ne sait pas lire en arabe, et qui est endoctriné, et qu'on lui promet qu'il va gagner par exemple 3 000 à 4 000 euros, va avoir les grands appartements, les palais, etc., à Raqqa par exemple. Donc comment peut-on convaincre les personnes comme ça de ne pas rejoindre l'État islamique? Déjà, il posait la question combien il touche maintenant. Il est tombé à $200, le pauvre. De 3 à 4 000, il est à 200. D'autre part, c'est précisément pas un contre-discours, mais un discours de sachant. C'est-à-dire que, vous l'avez raison, il ne lit pas l'arabe, il ne parle pas l'arabe, mais il a un Coran à côté de lui qui est dans sa langue. Normalement, puisque maintenant ils sont traduits dans toutes les langues, il faut les renvoyer et utiliser le Coran précisément comme un élément de savoir. Donc tu ne peux pas dire que le Coran est en train de mentir. Va à la sourate 33, versets 54 à 51, tu verras ce qu'on dit sur le voile. Va à la sourate concernant le mariage, le verset concernant le mariage, et tu t'apercevras que la dernière phrase, c'est comme tu ne sais pas, je sais que tu ne peux pas le faire, et c'est Dieu qui parle, alors contente-toi d'une. Il n'y a pas de plus monogame que l'islam. Il faut connaître le Coran, oui, c'est ce que j'appelle. Alors, je l'ai dit souvent ici aussi, nous avons inventé, nous occidentaux, un mot qui nous rassure et qui nous permet de dormir sur nos deux oreilles. Nous utilisons le mot de tolérance. Or, la racine de tolérance est le verbe latin tolero, c'est accepter, supporter, c'est-à-dire se mettre déjà à une marche au-dessus. Et en fait, au départ, c'est au XVIIe siècle, accepter l'erreur dans le grammage des pierres précieuses. Voilà le mot de tolérance d'où il vient. C'est le mot le plus, n'y voyez aucune provocation, le plus néocolonialiste que je connaisse. Moi, je préfère respecter l'autre dans son altérité, tel qu'en lui-même. C'est plus long, mais c'est plus juste. Mais comment pouvez-vous respecter quelqu'un si vous ne le reconnaissez pas en tant qu'être humain, en tant que miroir? Et comment vous prétendez le reconnaître si vous ne le connaissez même pas? Eux connaissent parfaitement notre culture. Eux connaissent parfaitement notre mentalité. Nous ignorons tout d'eux. C'est tout. Bonsoir, merci beaucoup pour être venu déjà ce soir. J'avais une question pour vous, Madame Benrad. Dans votre dernier livre, vous expliquiez que la décomposition de l'État irakien était... Comment? Lequel? Le dernier. Le tout dernier, de l'intervention américaine à l'avènement de l'État islamique. Vous expliquiez que le démantèlement de l'Irak était également le jeu des puissances régionales, donc l'Iran qui avait fait le jeu des milices, la Syrie qui avait accueilli des membres de Al-Qaïda, je ne parle pas des Turcs et des Saoudiens. Dans ce jeu de tension régionale, quelle est la place que peut prendre la France et sur quel partenaire s'appuyer?
on s'appuie en ce moment sur toutes les pétromonarchies, qui sont malheureusement ni fiables d'un point de vue politique, ni d'un point de vue militaire. Donc voilà, tout simplement ma question. Quels sont aujourd'hui les acteurs ? Alors, sur la France, je vais vous dire, récemment, on disait finalement la politique de la France à l'égard de l'Arabie Saoudite, c'est la politique qu'a eu la France à l'égard de l'Irak à une époque. Trouver un poids lourd régional, s'appuyer dessus et puis essayer à partir de là de voir ce qu'on peut faire en termes de positionnement. C'est pas forcément le pari gagnant. Moi, je ne pense pas que c'est le pari gagnant, c'est ma position. Alors, on peut aller dans les considérations sur ce qu'est l'Arabie Saoudite, la question des financements à certains groupes armés, la question de la duplicité d'une partie en tout cas de l'establishment saoudien sur ces questions. Moi je ne vais pas rentrer là-dedans, mais écoutez, si je veux être méchante, je pense qu'actuellement on n'a pas une bonne politique du tout dans la région, voire pas de politique. Et je ne sais pas le propos. Enfin, on s'est fait quand même marginaliser sur un certain nombre de dossiers. Ça va finalement en Irak à peu près bien. Il y a eu la visite du ministre de la Défense. Et finalement, je vais vous dire, sur la Syrie, on est inexistant à présent. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais c'est mieux sur l'Irak. Pourquoi ? Parce que les Irakiens sont eux-mêmes dans une logique de diversification de leurs alliés. Comme je dis, il y a un rejet de l'influence américaine malgré tout, et plutôt une tentation, je dirais, d'un côté russe, et puis de l'autre, quand même, la France, qui est toujours bien perçue, parce qu'on n'a pas oublié que la France ne s'est pas engagée en 2003. Contre le régime, qu'importe ce qu'était le régime. Bon. Maintenant, sur le caractère régional, je pense qu'on a oublié que l'Irak était l'adversaire absolu de quasiment tous les régimes voisins du temps de Saddam. L'Arabie Saoudite, l'Iran évidemment, la guerre des années 80, mais l'Arabie Saoudite, le Koweït, la Turquie, bon, il n'est pas dans une confrontation directe avec Saddam, mais Saddam c'était quand même l'ennemi juré d'un grand nombre dans la région. Cela étant, je vais quand même nuancer le propos, l'Arabie Saoudite avait vu juste, puisque en 2003, avant l'intervention, à la veille de l'intervention militaire américaine, les Saoudiens ont dit aux Américains, vous allez donner l'Irak sur un plateau d'argent aux Iraniens. C'est la seule chose que vous ferez, ce sera une catastrophe. Là, on ne peut pas dire comme qu'ils s'étaient trompés. Effectivement, aujourd'hui, la puissance la plus influente sur le terrain irakien, c'est l'Iran. Et c'est le principal obstacle à la reconstruction d'un État souverain. Et c'est la principale raison de la sécession sunnite et de l'État islamique. Parce que le premier ennemi de l'État islamique, ça reste l'Iran et les milices chiites. Donc en réalité, là où je suis aussi en désaccord, c'est de penser que je vais tout miser maintenant sur l'Iran, sur les forces de chiites, les Kurdes c'est différent. Mais tout miser sur l'arc chiite contre l'État islamique, c'est se tromper. Parce qu'à mesure qu'on fera ça, non seulement l'État islamique redoublera de haine, mais par ailleurs, on deviendra des alliés objectifs de l'adversaire premier de l'État islamique. Alors je sais que c'est facile à dire, parce que quand je dis ça, on me dit, mais tu fais quoi alors ? Et qui sur le terrain ? Je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, si on mise, admettons qu'on mise, non mais je veux bien faire du pragmatique, on mise sur les milices chiites, la fameuse mobilisation populaire pour défaire l'État islamique et libérer les territoires. Ok, mais c'est quoi derrière ? Est-ce qu'on a négocié sérieusement avec l'État irakien de faire venir ces miliciens vers l'État, de faire un amalgame comme ce qu'on a fait en France après la guerre, de reconstituer une armée sérieusement ? Est-ce qu'on est vraiment engagé dans des pourparlers sérieux ? La conditionnalité, je vais vous dire, elle est claire, c'est les armes. On devrait dire plus clairement aux Irakiens actuellement, on vous livre des armes et vous vous engagez la plus sérieusement dans les réformes. C'est pas fait. Donc, je dis pas qu'il n'y a pas de solution, mais il faut savoir ce qu'on fait. Parce que les frappes, c'est bien, mais en réalité, même les Américains ne sont pas assez fermes sur les conditions qui sont les leurs. Les Russes aussi devraient l'être d'ailleurs. Parce que pour l'instant, le gouvernement irakien, excusez-moi, ça commence un peu à changer, c'était quand même une bande de tocards pendant 10 ans. Il faut dire les choses. Corruption endémique, pas de réforme, ils sont même pas capables de faire signer un projet de reconstruction dans les provinces parce que l'un déteste l'autre, c'est une honte. Les élites irakiennes post-bassistes, c'est une honte. C'est pour ça que je nuance quand même, il ne faut pas être binaire, les Américains les méchants, les Irakiens les gentils.
Les nouvelles élites irakiennes ont un rôle clé, central dans le désastre qui a suivi la suite du régime. Ils n'ont rien fait pour leur peuple. Ils les ont laissés crever. Alors je veux bien que les Américains, encore une fois, et je ne défends pas les Américains si vous avez lu mon livre, mais les nouvelles élites irakiennes, si c'est ça l'élite irakienne, on n'est pas sorti du problème. Et là je suis un peu violente parce que je les ai vus, je les ai fréquentés, ça fait 13 ans qu'ils sont dans la zone verte, et que tout le monde, en dehors, crève, alors que c'est une économie entière qui génère des milliards de dollars de revenus de la rente pétrolière. Je suis d'accord. Madame. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention, très intéressante. Et justement, j'enchaîne sur la rente pétrolière, parce qu'on observe ce dernier temps qu'il a une forte tendance dans l'économie mondiale de la baisse de la demande aux hydrocarbures. Et d'après vous, quel impact ça peut avoir sur les monarchies de Golfe et sur toute la région, si jamais la baisse aux hydrocarbures mondiale va baisser de plus en plus, et économiquement, quel impact ça va avoir sur cette région, et pas uniquement économiquement, politiquement et géopolitiquement. L'Arabie Saoudite s'est rendu compte à un moment donné que les États-Unis étaient sur le point, non pas de les lâcher, mais de distendre la relation avec eux, notamment en prenant la décision d'exploiter le gaz de schiste et le pétrole de l'Alaska. Le nouveau régime saoudien, qui, contrairement à ce qu'on pense, a une véritable vision, le jeune Mohammed Ben Salman, deuxième prince héritier, est tout jeune, il a la petite trentaine, fils du roi, donc a une véritable vision. Donc il a déclenché la bataille du prix du baril, faisant chuter en augmentant la production jusqu'à 10 millions de barils par jour. 10 millions de barils par jour, c'est énorme. Ça rend la demande quasi nulle, dans la mesure où le marché est noyé complètement. Et puis, le 21 avril, donc il y a quelques jours, il y a eu ce qu'on appelle le Conseil de coopération du Golfe, où semble-t-il, je n'ai pas de certitude, la réconciliation s'est faite, d'autant qu'il a été en Russie, il a été un peu en Europe, et il est venu le 24, c'est-à-dire avant-hier, c'était 3 jours, en France. Donc, la diversification de la diplomatie saoudienne qui était axée assez fortement sur les États-Unis, aujourd'hui est une réalité. Si la réconciliation devient une réalité, on pourrait s'attendre à une hausse du prix du pétrole très lente, très, j'allais dire gentiment, d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Mais l'impact a eu lieu. Pour la première fois. Sur 50 ans, par exemple. Ah oui, là je ne peux pas vous le dire. Je ne suis encore une fois ni prophète ni devin. Ça dépend de. Mais je peux vous dire que l'impact a eu lieu déjà à l'intérieur du royaume. Le royaume, par exemple, aujourd'hui, a arrêté beaucoup de projets. Et en même temps, ça a eu un impact très positif. C'est une sorte d'autonomie du royaume décidée d'ici 2020. 2020, c'est demain. Donc là, on va assister aussi à des restructurations, et non pas seulement des réformes, à l'intérieur du royaume. Le royaume aujourd'hui, malgré tout ce que j'en pense sur le plan moral, politique et idéologique, est en train de changer de face avec ce nouveau petit prince héritier. Ça m'a étonné parce que de mois en mois, on sentait la vision qu'il avait. Il est certain qu'aujourd'hui, son ennemi intime, c'est l'Iran, mais en même temps, il se méfie aussi de ses amis à l'intérieur de la péninsule arabique.
Et son attitude au Yémen est assez parlante là-dessus. Et c'est vrai aussi que l'impact a eu lieu sur la région, bien entendu. Les autres puissances pétrolières, à commencer par l'Iran, qui est moins industriel aussi quelque part, a été fortement impacté par la chute du prix du pétrole. Alors, les Américains dans tout ça, je crois que si les Français sont restés dogmatiques, si les Russes sont opportunistes, les Américains sont des pragmatiques. Ils sont capables de changer de plan, pas de vision. La vision, c'est leurs intérêts. Mais changer de plan pour aboutir à leurs intérêts. Et ça, c'est pérenne dans toute la politique étrangère américaine. Mais ce que je veux dire, si à terme, les terriens, ils vont décider de se passer des hydrocarbures, voilà, donc qu'est-ce qu'ils vont devenir ces régions? Moi, je suis d'accord avec vous, les terriens peuvent, mais pas les industries terriennes, non. Non, mais les industries aussi, parce qu'ils vont trouver leur intérêt. Alors là, on en a pour 100 ans, c'est vrai, pour un siècle. Vous avez raison. Mais est-ce que, moi je vous pose deux questions. Est-ce qu'il y a une vision occidentale? Est-ce qu'il y a une volonté politique? Mais là, de ce France dont vous parlez, effectivement, il a apparemment une vision très progressiste. Est-ce qu'il va arrêter de racheter les mosquées en France? Et est-ce qu'elle va continuer à promouvoir financer le salafisme en France? Ou il va se désintégrer de ses projets politiques et plus aller vers diversification de l'économie de son pays? Le gouvernement saoudien ne finance plus les organisations salafistes, ni en France ni ailleurs. Je parle du gouvernement. Les fameuses 13 familles marchandes, par peur, pour se protéger, continuent. C'est un peu la mafia, quoi. On paye pour être protégé, entre guillemets. Pourquoi ils ne financent plus? Parce que cet État islamique s'est transporté dans la péninsule arabique aujourd'hui. Parce que, ayant perdu un peu de terrain, ils sont en train de diversifier, comme ils se sont transportés en Libye ou ailleurs. Donc, c'est devenu aussi l'ennemi. Et l'ennemi, ce jeune prince qui, lui, semble décidé à les combattre. Et c'est là, Yann nous a dit quelque chose, laisser les Iraniens le faire tout seul, c'est contre-productif quelque part, et c'est pour ça qu'il est intéressant de voir si la coalition anti-État islamique va marcher, notamment avec les Saoudiens. Je ne parle pas du Qatar, il a d'autres visions, il a d'autres intérêts, il a d'autres survies aussi. Je parle de l'Arabie. Une dernière question, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Alors moi, ce serait une question par rapport à la question kurde. Ces derniers jours, on a vu en Irak des affrontements entre les Turkmènes chiites et les Peshmerga, qui ont fait quelques dizaines de morts. Et même depuis quelques mois, on voit de plus en plus de tensions entre les populations locales et par exemple, entre les YPG, avec par exemple des portraits de Ali ou de Hussein qui étaient brûlés par les YPG. Donc est-ce que vous ne pensez pas qu'au bout d'un moment, il va y avoir une unité entre les sunnites et les chiites, par exemple, contre les milices kurdes? D'abord, juste avant de vous répondre, sur la question du pétrole, là je fais mon petit moment commercial. Il y a un article sur la question de la rente dans ce dossier qui a été rédigé par un économiste irakien qui est en poste à Paris à l'Agence internationale de l'énergie. Et sur la question kurde aussi, avant de vous répondre, il y a un article excellentissime, si vous voulez comprendre les dynamiques kurdes, en tout cas sur le terrain irakien, mais il étend un peu à la Syrie. C'est Alan Kaval qui est excellent, qui court d'ailleurs aussi à Syrie. Je vous renvoie à ses articles pour Le Monde. À mon avis, c'est un des meilleurs sur le Kurde. Écoutez, déjà oubliez le mot d'unité.
Déjà, ça, il faut le bannir de votre discours quand vous parlez de l'Irak. Il n'y a pas d'unité ni parmi les chiites ni parmi les Kurdes. C'est très bien décrit dans l'article. Là, ce qu'on appelle région autonome kurde actuellement, en réalité, cette région autonome, il y a eu, si vous voulez, unité, oui, face au camp arabe, et lorsqu'il a été question en 2005, lors de la rédaction de la nouvelle constitution irakienne, et lorsqu'il y avait un enjeu collectif à faire approuver le principe d'autonomie régionale, au-delà de ça, la région autonome, elle est traversée par les clans, les rivalités, les peshmerga eux-mêmes, qu'on présente souvent comme une force très professionnelle, assurent des tâches en fait de sécurisation de clans. Donc, parmi les peshmerga, en fait, on a des clans, hein, les Barzan, les Talabani, etc., autres. Donc c'est pas non plus une force homogène. Et il est vrai que cette question, alors là, actuellement, c'est les Turkmènes chiites. D'ailleurs, les Turkmènes, on en parle peu. Mais au-delà de ça, tout le nord de l'Irak, si vous voulez, c'est tellement mixte, il y a tellement de conflits intercommunautaires, que là, tout le monde s'étonne que ça revienne à l'avant-plan. Mais c'était tout à fait prévisible. Et ça pose justement la question de l'après-État islamique. On n'a pas négocié sérieusement un après-État islamique. Mais après, encore une fois, on ne peut pas non plus être trop dur dans la mesure où tout cela est très compliqué sur le terrain. Hein, quand on est dans le feu de la bataille, si vous voulez, on ne peut pas non plus prendre le temps de sérieusement négocier l'après. Et puis l'après, il est incertain. Si vous voulez, il y a eu des territoires libérés où ça s'est bien passé, d'autres où ça s'est très mal passé, et où d'ailleurs l'État islamique a relancé des offensives. Tout cela est très précaire. Mais ce que ça montre, l'histoire des affrontements kurdes et turkmènes, c'est que sous la menace État islamique qui semble fédérer un certain nombre de forces, les conflits qui préexistaient n'ont pas disparu. Vous parlez des Turkmènes et des Kurdes, le conflit Erbil-Bagdad est là, il est présent, il est lourd, il est durable, il n'est pas du tout résolu. D'ailleurs, on le voit avec la question de l'organisation, de la coordination des forces pour la reprise de Mossoul. C'est extrêmement tendu entre les Kurdes et l'armée. C'est extrêmement tendu entre les Kurdes et les milices chiites qui avancent leurs pions, y compris qui commencent à aller vers les territoires disputés. Et là, c'est la ligne rouge pour les Kurdes. Donc je crois qu'aussi, on a... Alors après, il y a la question du YPG, etc. Tout est tellement fragmenté sur le terrain qu'il n'y aura pas de grande stratégie de sortie de la crise. Moi, je pense, et d'ailleurs, je participe à un projet actuellement sur la question de la reconstruction de la sécurité en Irak et en Syrie. Ça va être du très local. Ça va passer par des cessez-le-feu très locaux, des arrangements très locaux. Ça partira de là, la reconstruction. Il faut que les forces en présence s'entendent. Et là, ça pose la question du rôle de la coalition. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Enfin, grosso modo, qu'est-ce que nos forces déployées sur le terrain sont capables de faire en termes de médiation, d'arbitrage, pour mettre tout le monde à la table et faire en sorte qu'au niveau local, les mecs s'entendent. Pour que ce ne soit pas l'explosion d'affrontements dans l'après-État islamique. Parce que l'État islamique joue de ça. Les territoires qui ont été libérés où ça s'est mal passé, ils sont revenus. Ils ont mis 15 jours pour revenir. Donc, pour moi, c'est du très local. Si vous voulez, surtout, quand on voit sur le terrain, ça va se passer au niveau local. Et après, il y aura des arrangements avec l'État central, les conseils de province. Il y aura certainement une nouvelle formule politique à redéfinir. Et malheureusement, je pense qu'il est trop tôt. Et que tout cela est trop précaire sur le terrain pour penser à un après de manière cohérente. Je ne sais pas. Je ne sais pas si l'Irak, si vous voulez, va revenir à un régime autoritaire ou si l'Irak sera une fédération où les choses se passeront à peu près bien. Je suis incapable de vous dire aujourd'hui quel va être le scénario. D'autant que les Russes sont en train d'arriver dans le jeu et que les Russes pourraient tout à fait proposer à Bagdad la solution à la syrienne. Allez, on va bombarder la galerie. Et puis on va refaire un... Non, mais attendez, je dis ça parce que ça fait 2 ans que les médias vous annoncent des solutions ou des espèces de configurations qui n'ont pas pris corps sur le terrain. Tu as peut-être... Ben, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de bons examens, je vous souhaite de bons partiels, je vous souhaite de bonnes vacances et de bons stages.
Et je vous retrouve très probablement dès la rentrée prochaine avec tout le corps professoral, avec les staccanovistes que sont Claire et Faisal et Sacha. Et je vous dis le mot de Cannes pour continuer. Merci.